Hello, moi c'est Lucille, votre guide Rewind. Partons ensemble à la découverte de la face cachée du Marais. Quelques infos avant de débuter l'expérience Rewind. Notez que tous les commentaires sont 100% audio, il n'y a rien à lire. Les histoires et le guidage se déclencheront automatiquement au fil de l'itinéraire. Pensez simplement à bien garder l'application ouverte tout le long de la visite. N'hésitez pas à réduire la luminosité pour conserver votre batterie. Petite pause terrasse ou shopping ? Aucun problème, mettez en pause la visite à tout moment et reprenez-la quand vous voulez. Enfin, pour votre sécurité, faites bien attention à ce qui vous entoure lors de la visite, notamment quand vous traversez la rue. Alors, c'est parti ? Le Marais, ça vous évoque quoi ? De grandes artères commerçantes qui forment le quartier gai de la capitale ? L'histoire de ce qu'on appelle le Pletz, quartier juif de Paris ? Ou encore le joli petit marché des enfants rouges ? Alors oui, c'est vrai, on trouve tout ça dans le Marais. Mais aujourd'hui, c'est une balade loin des touristes, au sud de la rue Saint-Antoine qu'on vous propose. Parfois appelée Marais Sud, cette partie du quartier regorge d'histoire. Commencez par vous approcher des grilles, celles avec les pics qui longent la rue. Regardez à travers, tout droit. Derrière le square, un peu plus loin, se tient un grand bâtiment blanc moderne. Commencez par vous approcher des grilles qui longent la rue. Devant vous, derrière le square, un grand bâtiment blanc. C'est la Cité internationale des arts. Elle accueille plus de 300 artistes dans ses ateliers et propose régulièrement des expositions. Son bâtiment moderne est rapidement éclipsé du panorama par le très bel hôtel Daumont, du même côté de la rue. Face aux grilles, longez le square sur la droite pour mieux apercevoir ce bâtiment remarquable. Vous le voyez ? L'hôtel Daumont abrite aujourd'hui le tribunal administratif de Paris. Son rôle ? Régler les litiges entre l'administration et les citoyens. Mais cette grande maison n'a pas été bâtie pour ça. Elle a été construite par François Mansart sur les plans de Louis Levaux, qui n'est ni plus ni moins que l'architecte du château de Versailles. Quant à François Mansart, c'est l'inventeur de la mansarde, cette forme de toit brisé et percé de lucarnes si caractéristique. Vous en avez ici un très bel exemple. Vous êtes rue des Nonnains d'Hyères. Son nom vient tout simplement des nonnes de la ville d'Hyères, en Essonne. Au XIIIe siècle, c'est ici que les sœurs achètent un petit terrain pour y construire une maison aujourd'hui disparue. Traversez maintenant la rue des Nonnains d'Hyères pour rejoindre la grille juste en face. Franchissez ensuite l'entrée de la grille et pénétrez dans l'enceinte de l'hôtel de Sens. Vous voilà dans une allée sablonneuse qui domine un jardin à la française. Leurs caractéristiques ? Être dessinés comme des tableaux. Les plantes sont taillées de façon extrêmement précise et agencées de manière géométrique. À l'inverse, on appelle à l'anglaise les jardins qui sont entretenus et agencés d'une façon qui peut sembler naturelle. On pourrait les croire sauvages, même s'ils sont en vérité très travaillés. Ici, pas de doute, le jardin n'a rien de sauvage. Sur votre droite, un petit chemin qui donne accès au jardin de Sens. Empruntez-le et entrez dans le jardin. Jusqu'au Moyen-Âge, ce quartier est délaissé à cause de la nature de son sol. Comme son nom l'indique, nous sommes sur un marais. Voilà pourquoi Paris se construit d'abord sur les îles et la rive gauche, puis dans le quartier du Louvre. Au XIIe siècle pourtant, l'ordre des Templiers établit ici l'enclos du Temple, son siège français. C'est un ordre à la fois militaire et religieux. Ses membres ? Les moines soldats. Comme tout moine qui se respecte, ils ont fait vœu de pauvreté, chasteté et obéissance, mais sont aussi formés à la chevalerie et à l'escrime comme de redoutables soldats. Leur mission première ? Protéger les chrétiens durant leur pèlerinage à Jérusalem. Très vite, ils profiteront de leur puissance spirituelle et de leurs armes pour amasser un immense trésor. S'ils choisissent de s'installer ici, c'est qu'ils ont bien compris l'intérêt stratégique de cette zone centrale à Paris. Et oui, rien de mieux qu'un grand espace pour bâtir une maison et étendre son influence. Très rapidement, de nombreux religieux veulent aussi s'installer dans les alentours pour profiter de la sécurité offerte par les moines soldats templiers. Dès le XIIIe siècle, le quartier se divise en coutures, c'est-à-dire en terrains cultivables laissés à des congrégations, ordres ou évêchés. Nous sommes ici sur le terrain de l'archevêque de Sens, l'un des hommes les plus puissants de l'Église de France. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Église est au cœur de toute la société. Elle contrôle la vie quotidienne, la politique et l'économie. Cet hôtel particulier est bâti à la fin du XVe siècle pour accueillir les archevêques de Sens lorsqu'ils sont de passage à Paris. Le reste du temps, des religieux entretiennent la maison et offrent l'hospitalité à ceux qui en ont besoin. C'est le cas de la reine Margot, ex-épouse du roi Henri IV, qui s'y installe en 1505. Jetez un œil de chaque côté des petites portes du jardin. Des figuiers sont plantés. Et ils ne sont pas là par hasard. On dit que la reine Margot avait pris l'habitude de recevoir à l'hôtel de Sens un amant différent chaque soir. Mais vous vous en doutez, cette pratique n'était pas acceptée par les religieux. Elle aurait donc demandé qu'on lui dégage un passage en abattant le figuier de l'hôtel pour que sa voiture puisse la conduire chez eux.
Pour commémorer cette histoire, la mairie de Paris a planté des figuiers tout le long de cette rue. Sortez maintenant du jardin, puis longez-le par la droite. Au bout, prenez la rue des Figuiers à droite pour rejoindre l'entrée principale de l'hôtel de Sens. Prenez à droite dans la rue des Figuiers et continuez jusqu'à l'intersection. Vous voilà devant l'entrée principale. L'hôtel de Sens, comme la plupart des hôtels particuliers, est vendu pendant la Révolution française. Il servira ensuite d'usine, de blanchisserie ou encore de magasin d'optique. Depuis plus de 50 ans, c'est une bibliothèque municipale. Traversez la rue pour rejoindre la place Marie-Trintignant. Placez-vous sous le lampadaire qui fait l'angle. Levez les yeux et regardez la façade de l'hôtel. Regardez, au-dessus de la fenêtre gauche du deuxième étage, vous verrez un rond noir souligné par une date. Regardez mieux, c'est un boulet de canon enfoncé dans la pierre. En 1830, la révolution des Trois Glorieuses gronde à Paris. Nous sommes 40 ans après la Révolution française et 15 ans après la chute de Napoléon. La France est redevenue une monarchie et le roi Charles X devient de plus en plus autoritaire. C'est dans ce contexte que les Parisiens se révoltent pendant 3 jours pour rappeler au souverain quelques souvenirs de la Révolution. Au terme de ces 3 journées insurrectionnelles, Charles X fuit Paris. Une monarchie constitutionnelle, moins autoritaire, est mise en place sous le régime de Louis-Philippe. C'est pendant une de ces 3 journées, le 28 juillet, que des révolutionnaires tentent de bombarder l'hôtel de Sens. Mais de toute évidence, leur canon était trop petit. Retournez-vous et engagez-vous dans la rue de l'Ave Maria. Marchez jusqu'à la prochaine intersection. Vous êtes rue de l'Ave Maria. Si les rues du quartier portent de tels noms, c'est en rappel aux occupants des différentes coutures. Jetez un œil à gauche derrière les grilles qui longent les terrains de sport. Vous voyez ce mur qui est bien plus haut que les autres ? Eh bien, il a près de 1000 ans. C'est un morceau de l'enceinte du roi Philippe Auguste, bâti à la fin du XIIe siècle. Son but ? Défendre Paris contre les Anglais, les ennemis jurés de la France à l'époque. Tournez à gauche dans la rue des Jardins Saint-Paul et avancez jusqu'au porche frappé des numéros 10, 12, 14. Entrez maintenant par le porche dans le village Saint-Paul. Ici, l'ancien hôtel Saint-Paul, demeure royale qui est restée tristement célèbre en raison d'un bal qui a mal tourné. Son organisateur, le roi Charles VI, dit le Fol, en raison de ses nombreux accès de folie. Entre meurtres impulsifs, abattements profonds et crises de fureur, les médecins préconisent au roi du repos, mais surtout du divertissement. En 1393, Charles décide donc d'organiser une petite mascarade avec 5 gentilshommes de sa maison. Le concept ? Garder l'anonymat en revêtant un costume de sauvageon pour amuser la galerie.
petit problème. Les déguisements, faits d'enduits collants et recouverts de plumes, sont hautement inflammables. Résultat, un incendie qui dévaste la salle suite à une torche allumée par un assistant qui voulait mieux voir le spectacle. Tout le monde s'agite et pousse des cris d'effroi. Ce seront 4 sauvageons qui y laisseront la vie et un roi à 2 doigts de brûler vif. Cet épisode, qui, avouons-le, n'est pas le plus glorieux de l'histoire de France, est resté dans les mémoires sous le nom de Bal des Ardents. C'est aussi pourquoi, un siècle plus tard, le descendant de Charles VI décidera de faire oublier ce lieu en le détruisant. Traversez maintenant la cour et ressortez par le porche qui vous fait face. Continuez ensuite tout droit dans la rue des Lions-Saint-Paul. Sur votre chemin, une grille vous permettra d'apercevoir la beauté de ce qui se cache généralement derrière les portes cochères fermées. Poursuivez toujours tout droit dans la rue des Lions-Saint-Paul. L'origine du nom ? Une idée saugrenue de Charles V, le papa de Charles VI dont nous venons de parler. Quand le roi fait construire son palais ici, il exige que le jardin accueille, tel l'arche de Noé, un couple de chaque animal existant sur Terre. Bien sûr, c'est impossible. On lui fait alors parvenir quelques animaux exotiques qui suffisent à l'impressionner. Mais de tous les animaux présents dans les jardins de l'hôtel Saint-Paul, c'est le lion qui fascine le plus les Parisiens. C'est en tout cas lui qui donnera son nom à la rue dans laquelle vous êtes. Vous voyez le numéro 8 sur votre gauche ? Une sculpture de lion sur la façade. Vous savez désormais pourquoi. Tournez à gauche rue Beautreuilly. Après quelques pas, vous allez trouver sur le trottoir de droite un étrange vestige d'un hôtel particulier disparu. Le portail de l'hôtel Raoul. Sur le trottoir de droite, un étrange vestige d'hôtel particulier disparu, le portail de l'hôtel Raoul. L'hôtel est démoli à la fin des années 1950 après avoir été totalement abandonné, puis squatté depuis la fin du 19e siècle. C'est malheureusement le sort de la plupart des hôtels particuliers du Marais. Le portail, de style Louis XV, n'est hélas pas entretenu. Cela fait prendre conscience de l'importance des restaurations des monuments historiques. Continuez puis tournez à gauche, rue Charles V.
Voilà encore une rue dont vous connaissez maintenant l'origine du nom. Au coin de la rue, sur votre gauche, les pierres vous paraîtront anciennes. Et pour cause, elles datent du XVIe siècle. Ici, une maison est construite au moment de la destruction du palais dont nous parlions tout à l'heure. Le hasard de l'histoire fait que si la maison a été largement transformée depuis, les pierres de sa façade ont été miraculeusement préservées au rez-de-chaussée. Continuez dans la rue Charles V. Sur votre droite, longez un bel immeuble art déco. C'est aujourd'hui une résidence étudiante. Entièrement réaménagée en 2017, seule la façade a été conservée quand tout le reste de l'immeuble a été démoli. Juste après, au numéro 12, c'est un autre hôtel particulier qui vous attend. L'hôtel de Brinvilliers. Allez-y! Au numéro 12, l'hôtel de Brinvilliers. Vous allez voir, son histoire n'est pas jolie. À l'époque de Louis XIV, au XVIIe siècle, la marquise de Brinvilliers a l'idée de se débarrasser de sa famille trop pesante qui lui avait imposé un mariage forcé. Successivement, elle empoisonne son père, ses frères et sa sœur dans le but de vivre des jours paisibles en profitant de son héritage avec son amant. Son mari, qu'elle déteste, finit par avoir des soupçons et préfère fuir loin d'elle à la campagne. Quant à son amant, le seul dans la confidence, il se met à craindre à son tour. Pour se protéger, il prépare un coffre à n'ouvrir qu'en cas de mort antérieure à celle de la marquise. À l'intérieur, des preuves accablantes. Mais pas de chance pour la marquise, il meurt peu de temps après de causes naturelles imprévisibles. L'empoisonneuse est découverte, ce qui déclenchera le plus grand scandale du XVIIe siècle, l'affaire des poisons, conduisant à l'exécution de notre marquise. Au bout de la rue, prenez à droite rue Saint-Paul et arrêtez-vous au numéro 32. Continuez jusqu'au numéro 32 de la rue Saint-Paul, au premier croisement à droite. Au niveau du numéro 32, la rue Saint-Paul s'arrête brutalement. Plutôt surprenant le haut mur qui marque le croisement avec la rue Neuve-Saint-Pierre. Tout à l'heure, on a vu que l'hôtel Saint-Paul avait totalement disparu. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce mur-là est tout ce qui reste du palais. Poursuivez sur la rue Saint-Paul jusqu'au bout. Dans un mur de béton entre les numéros 43 et 45, vous croiserez une petite ouverture qui donne sur le passage Saint-Paul. Vous l'apercevez ? C'est qu'il a l'allure d'un passage secret. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il abrite des logements sociaux de la ville de Paris. N'hésitez pas à y aller, jetez un coup d'œil. Continuez jusqu'au croisement avec la rue Saint-Antoine.
Au numéro 44, observez la grosse poutre de bois au-dessus de la porte. Si, vous voyez bien, elle est légèrement de travers. Pourquoi ? Tout simplement parce que le terrain est instable. Le marais sur lequel vous marchez rend toutes les constructions fragiles. Vous voilà rue Saint-Antoine, principale artère qui coupe le marais d'est en ouest. Repérons-nous un bref instant. Si vous prenez à droite à 500 mètres, c'est la place de la Bastille. À gauche, à 700 mètres, l'hôtel de ville. C'est bon, vous vous situez ? Maintenant, traversez la rue, prenez-la sur la gauche et tournez immédiatement à droite, rue Caron. Vous avez remarqué ? D'un coup, le niveau sonore n'est plus le même. En quittant la rue Saint-Paul, les hôtels particuliers laissent place à des commerces et à des animations. C'est aussi ça, le Marais. Un quartier à deux visages. Continuez jusqu'au bout de la rue Caron. Il est frais, mon poisson! Vous êtes sur la charmante place du marché Sainte-Catherine. Ancienne couture des sœurs de Sainte-Catherine, la place est transformée sous Louis XVI en marché aux poissons. Il faut dire que les sœurs respectent si bien leurs vœux de pauvreté qu'elles sont obligées de quitter leur couvent non entretenu qui menace de s'effondrer sur elles. C'est à ce moment-là que le roi fait installer le marché. Tournez à droite dans la rue d'Ormesson. Jetez un œil à gauche, rue Necker. Vous apercevrez tout au bout une fontaine. Elle date justement de l'époque de Louis XVI et servait à préparer les poissons vendus à côté. Poursuivez la rue d'Ormesson, puis, au bout, tournez à droite, rue de Turenne. Vous trouverez un autre héritage de ce marché, une grande poissonnerie bien plus moderne. Longez la poissonnerie, puis reprenez la rue Saint-Antoine à gauche jusqu'à l'hôtel de Sully, au numéro 62. C'est dans cette rue que le roi Henri II perdra la vie en 1559. Comment ? D'une lance dans l'œil à l'occasion d'un tournoi qu'il a organisé pour le mariage de sa fille. Au numéro 62, tournez à gauche pour rejoindre la cour de l'hôtel de Sully. C'est ici que se joue l'assassinat d'Henri IV, le 14 mai 1610. Le bon roi Henri revient de cet hôtel particulier et se dirige vers le Louvre quand son carrosse est attaqué par Ravaillac. Sully, le propriétaire des lieux, est son plus proche conseiller, son confident et son ami. Né d'une famille noble protestante, Sully se rapproche du futur roi Henri IV pendant la guerre de religion. Grand stratège politique, Sully restera toute sa vie fidèle à Henri IV, occupant différentes fonctions. Il sera surintendant des finances, l'équivalent de ministre de l'économie aujourd'hui, et grand voyer de France, c'est-à-dire responsable de l'aménagement du territoire. Sa politique,
très largement tourné vers le développement agricole, se résume en une formule restée célèbre: labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Traversez le bâtiment pour accéder au jardin. Comme dans l'hôtel de Sens tout à l'heure, la structure est sensiblement la même. Un bâtiment principal entre cour et jardin, et des ailes côté cour. Ici pourtant, un autre bâtiment vous fait face côté jardin. Il s'agit d'une orangerie. Le principe ? Protéger les légumes des nuits d'hiver trop froides. Si cette orangerie n'est plus utilisée aujourd'hui, celle du château de Versailles par exemple l'est toujours. À droite de l'orangerie, une petite porte vous permet de passer de l'autre côté. Allez-y! Terminons notre balade en beauté, place des Vosges. C'est à Henri IV qu'on doit cette célèbre place. En accédant au trône, ils fondent une nouvelle dynastie, les Bourbons. Et qui dit nouvelle dynastie, dit nouvelle coutume. Pour lui, un roi doit marquer de son vivant le passage de son règne par la pierre. Il imagine donc le principe de place royale, dont la place des Vosges en est le premier exemple. Les règles d'une telle place sont simples. Avoir une forme géométrique, des bâtiments qui l'entourent identiques, être fermé avec seulement quelques accès sur l'extérieur et, bien sûr, cerise sur le gâteau, avoir une statue du souverain au point culminant. Toutes ces règles sont bien respectées ici, même si la statue qui est au centre n'est plus la statue d'origine. Détruite pendant la Révolution, elle est remplacée au XIXe siècle. Pour la petite histoire, c'est depuis la Révolution que le nom de Place Royale est remplacé par celui de Place des Vosges. Pourquoi ? Le nom de Place Royale n'est évidemment plus souhaité. En 1792, une souscription est levée. Tous les départements doivent s'acquitter d'un impôt. Le plus rapide aura son nom sur une place centrale de Paris. Les grands gagnants, les Vosges. Parmi les grands noms qui ont occupé la place des Vosges, Victor Hugo, Madame de Sévigné, Alphonse Daudet ou encore Bossuet. Les autres places royales de la capitale ? La place Dauphine, la place Vendôme, la place des Victoires et enfin la place de la Concorde. Enfin, cette dernière n'a pas pu être achevée. Il faut dire qu'elle était souhaitée par Louis XVI, qui a connu quelques turbulences à la fin de son règne. Alors, pas mal se marrer hors des sentiers battus. Si vous avez apprécié la visite, d'autres sont disponibles à Paris sur l'application Rewind. Montmartre, Tour Eiffel, Passage Couvert, Street Art